Et donc, on sait que la valve postérieure est déjà divisée sur le plan anatomique en 3 festons, donc P1, P2, P3. Et donc, de la même manière, la valve mitrale antérieure a été divisée de manière artificielle. Donc, ce qu'il faudrait connaître, c'est que P1A1, c'est des segments qui sont externes, PAA2, segments médians, et P3A3, c'est des segments internes, du côté de la tricuspide. Donc, je propose que vous vous rappelez de ce schéma qui est important, qu'il faudrait même le garder dans votre cabinet ou bien dans le laboratoire. Donc, ici, c'est la valve mitrale, en haut, c'est l'aorte, la tricuspide, et côté externe, il y a l'auricule. Donc, pour obtenir... Donc, la coupe longitudinale parasternale. Donc, pour avoir une bonne parasternale, donc il faudrait que l'aorte soit bien dégagée. Et donc, ça correspond à la coupe, à la ligne à la droite verte ici. Donc, vous voyez que la coupe longitudinale, donc, elle coupe les segments médians, aussi bien de la valve antérieure que de la valve postérieure. Donc, on aura ici A2, ici P2. La boucle, bon. Donc, la coupe apicale, 4 cavités. Donc, vous voyez, on a les cavités gauche, les cavités droite. Et donc, c'est la ligne droite. Donc, elle coupe la valve antérieure dans les segments A3 et A2 et le feuillet externe de la valve postérieure. Donc, on aura ici A3, A2, ici P1. Des fois, donc, on a P1 et avec la jonction P2. Donc, la coupe apicale de cavité, donc, ou la coupe bicommissurale, donc c'est la jaune. Donc, ça passe par les deux commissures, donc aussi bien P1 que P3, et ça explore le segment A2 de la valve antérieure. Et sur la coupe petit axe, donc il y a la valve antérieure, la valve postérieure, donc A3, A2, A1, et pareil, P3, P2, P1. Donc ça paraît simple, mais en réalité, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que ça dépend du plan de coupe. Il se fait que vous soyez un peu plus haut et vous coupez, par exemple, au niveau du A3, et si vous êtes un peu plus bas et vous coupez au niveau du P2A2. Voilà un exemple. Donc ici, on est bien. Donc c'est une coupe longitudinale grand axe. Donc il faut rester classique, donc c'est important de prendre des bonnes coupes. Donc on voit ici que l'aorte ascendante, elle est bien dégagée, donc on est bien dans cet axe, et on coupe les deux valves dans les deux segments A2 et P2. Donc ici, A2 et P2. Donc il suffit de becquer, en restant dans le même espace intercostal, et vous becquez un peu en dedans, alors là, on explore les segments A3, P3, et comment on reconnaît, c'est qu'en haut, vous allez voir plus les cavités droites et la tricuspide. Ici, vous becquez un peu à gauche et on tombe sur les segments A1, P1, et comment on reconnaît, donc on a le pilier antérieur. Et si vous analysez la petite valve mitrale, vous allez voir qu'elle est plus petite que celle-là. Donc, lorsque vous avez des feuillets qui sont grandes, ça veut dire que c'est bien la coupe classique. Et ici, ça veut dire que c'est une coupe qui est un peu biaisée. Donc, un petit rappel sur la segmentation lorsqu'on fait l'écho-trans œsophagène. Donc, il faut toujours se rappeler de ce schéma. Donc, dans l'incidence 4 cavités à 0, donc ça veut dire qu'on est là. Et les segments explorés dépendent pareil de la position de la sonde. Ça veut dire que lorsque vous êtes la position haute, c'est-à-dire que vous allez explorer les segments A1 et P1. Lorsque vous descendez plus bas, c'est A2, P2. Et vraiment plus bas, c'est la position basse, c'est A3, P3. Donc voilà un exemple. Donc ici, donc, ce n'est pas une boucle, donc c'est une image statique. Donc là, on est bien entre A2 et P2 parce qu'on voit bien la tricuspide. Ici, on voit la chambre de chasse aortique et on explore les segments A1, P1. Dans cette coupe apicale, coupe bicommissurale qui rappelle la coupe apicale de cavité, donc vous avez l'auricule et c'est une coupe bicommissurale. Donc c'est 45 et on coupe P1, P3 et au milieu c'est A2 et la coupe
l'entaxe au niveau de l'angle, des fois c'est 120 jusqu'à 140, et donc on va traverser les segments médians des valves aussi bien antérieures que postérieures. Donc on a fait un petit rappel de la segmentation, donc maintenant je vais commencer mes cas cliniques. Donc le premier, c'est un patient qui a 65 ans, et il se présente pour une dyspnée, donc à l'auscultation et l'insuffisance dolidienne. Donc lorsqu'on commence par cette coupe parasternale grand axe, donc on voit, bon, il n'y a rien, les valves ne sont pas remaniées, ne sont pas épicées, il n'y a pas de prolapsus. Et lorsqu'on met notre Doppler couleur, donc on voit qu'il y a une IM, donc on se pose des questions. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a béqué, et on a changé de position, et là on tombe sur le prolapsus de la valve postérieure, et le segment qui est atteint, c'est le segment P2. D'accord? Mais là, donc, vous allez me dire que l'aorte ascendante n'est pas bien dégagée. On voit un peu le pilier, donc ça peut être un P2 étendu à P1. Donc voilà, donc c'est bien prolapsus de P2. Donc on fait une coupe apicale 4 cavités. Donc là, on explore, ici c'est A3, A2, et ici on a dit que c'est P1 et la jonction P2. Donc ici on voit P1 et P2, donc c'est bel et bien un prolapsus de P2, P1. Je dirais P2 étendu à P1. Donc on continue par notre coupe apicale de cavité. Donc là, vous voyez bien, donc ici c'est une coupe bicommissurale. On voit là c'est A2 et en bas on voit un bout du P2 qui se prolapse dans l'OG. Et pareil dans l'apicale 3 cavités, donc on voit bien le prolapsus de P2. Donc on a complété par l'écho-transense vaginale. On voit ici un beau prolapsus de P2. Ici pour faire, j'attire votre attention, voilà, c'est une incidence apicale, bon, incidence 4 cavités. Vous voyez qu'ici, on voit un diastasis, mais on ne voit pas de vrai prolapsus. Ça veut dire on voit ici que le ventricule gauche est bien arrondi, peut-être qu'on est plus vers P1 et A1. Donc on met notre Doppler couleur. Donc ici, c'est une IM qui est excentrée, donc elle longe, elle est sous la valve antérieure et elle se dirige vers le septum interauriculaire. Donc, on essaie de quantifier cette insuffisance mitrale. Donc, on va être didactique. Donc, on commence d'abord par la vena contracta. Donc, on revient à notre parasternal grand axe. On voit que le G est éparpillé. Donc, on ne peut pas prendre de vena contracta. Et donc, la difficulté dans le prolapsus, c'est qu'on ne peut pas tenir compte de la vena contracta parce qu'on ne peut pas la voir ici. Ici, on a pu la voir dans la 3 cavités, ce qu'il faut tenir compte, mais normalement, c'est plus dans la parasternale grand axe. Donc, on continue notre quantification par l'étude de la zone de convergence. Donc, ici, on a pris au niveau de l'apicale 4 cavités. Et vous voyez que la pisa, il est bien étendue. On a pu avoir une surface à 0,4 cm² avec un volume agrégitaire à 58 ml. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une IM importante, surestimée, ou bien est-ce qu'il faut la mesurer dans les autres coupes de cavité 3, ou bien vous allez chercher d'autres paramètres? Je sais pas, oui. Bon, je rappelle que la pisa, donc il y a des limites. Donc ici en apicale 4 cavités, donc on voit il est bien étalé. Ici en 3 cavités, on voit une calotte mais qui est excentrée. Alors
en apical de cavité, on ne voit pas du tout de calotte. Là, j'attire votre attention, c'est que dans les prolapsus, il y a toujours le rayon qui fluctue, il y a une variation, donc il faut toujours, je vous propose de toujours faire un TM couleur. Et là, vous voyez que le rayon, il change. Donc ici, il est à 7 mm, 12, 15. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait prendre la moyenne ou bien qu'est-ce que vous faites en pratique courante? Ben nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prend au niveau du mésosystole, donc on mesure le rayon et on essaie, et après on revient sur notre pisa et on essaie de calquer ce rayon pour calculer la surface. Donc, deuxième méthode, c'est calculer la fraction de régurgitation qui est basée sur la méthode des volumes ventriculaires, c'est-à-dire on calcule le débit aortique et le volume d'éjection systolique calculé via la fraction d'éjection Simpson, et on peut déduire notre fraction de régurgitation qui était ici de 68%, donc c'est bel et bien une IM importante. Donc on a on a complété parce qu'il faut être toujours complet. Donc on a complété par l'onde mitrale le rapport, et bien sûr puisque c'est un flux qui est excentré qui se dirige vers la veine pulmonaire, donc on a une inversion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces paramètres, ils sont pas sensibles, ils sont pas spécifiques dans le prolapsus. Et enfin, il ne faut pas oublier, bien sûr, d'apprécier le retentissement sur les cavités cardiaques. Et on voit qu'on a une HTAP qui est importante à 47 et le ventricule gauche qui commence à se dilater. Donc, le message qu'il faut retenir, c'est qu'il faudrait, dans les prolapsus, on a le plus souvent une surestimation du rayon. Donc, toujours mettre le TM couleur et prendre le rayon qui est le moyen ou bien au mésosystole. Et compléter, voilà, donc là, cette diapo montre qu'il y a 3 outils pertinents. Donc, lorsque vous avez une rupture de cordage avec une valve flottante, ça ne peut être qu'une IM importante. Ou bien au Doppler continu, si vous avez un flux qui est très dense, holosystolique, ça témoigne d'une IM importante. Ou bien s'il y a une zone qui est spontanément étendue, c'est une IM importante. Et se baser sur la PISA et la méthode toujours complétée par la méthode des volumes ventriculaires pour voir s'il y a une concordance. Donc ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas que je vais présenter, c'est pour montrer une autre caractéristique du prolapsus, donc quantification d'IM. Donc ici, c'est bien donc un prolapsus de P2. Lorsqu'on prend une boucle apicale 4 cavités, normalement ici on s'attendait à voir un prolapsus. Donc on a changé de position et on a mis en évidence, voilà, le prolapsus de P2 qui est différent du prolapsus du premier cas. Donc le premier cas, c'était un P2 qui est tendu à P1. Et ici, c'est une valve qui est mixoïde. Et donc un prolapsus de P2. Vous voyez, donc il suffit de changer de position. Donc c'est pour ça que c'est important pour préciser les segments qui sont prolabés, de faire attention et de prendre les bonnes boucles. Et dans les prolapsus de P2, donc il ne faut pas oublier la petite axe qui met en évidence ici le P2 qui se prolabe. Donc, on veut quantifier notre insuffisance mitrale. Donc, vous voyez qu'en parasternal, grand as, il y a toujours le flux qui est éparpillé, donc impossible de prendre une vena contracta. Et regardez, en apical 4 cavités, donc déjà de visu, on peut dire que c'est une IM qui paraît vraiment modérée. Ici, en apical 2 cavités, donc on voit une belle calotte, mais c'est la calotte, donc pour prendre le rayon, ce n'est pas toujours évident. Et ici, en 3 cavités, donc on n'a pas une belle calotte, donc on a uniquement au niveau de la 2 cavités. Et donc, on s'est amusé donc, à mesurer
à étudier la zone de convergence aussi bien en apical 4 cavités qu'en apical 2 cavités. Donc ici, vous voyez que ce n'est pas une calotte hémisphérique. Donc on a fait exprès, donc on a mesuré notre surface qui est à 0,1 cm², le volume à 9 ml. Et au niveau apical 2 cavités, c'est vrai, on a une belle calotte, mais elle est excentrée. Et normalement, pour prendre la pizza, le rayon doit être perpendiculaire. Donc nous, on a mesuré du plan de l'anneau jusque-là. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Donc ça a donné une surface à 0,3 avec un volume régurgité 36 ml. Donc le problème de prolapsus, c'est ça, c'est de quantifier l'incidence mitrale. Et donc on a complété par les autres paramètres. Donc on a eu une PAPS à 52. Et on s'est posé la question, pour vous, est-ce que c'est une IM modérée ou bien une IM a tendance à être importante qu'on n'a pas vue, ou bien est-ce qu'il faudrait étudier d'autres paramètres? Ben nous, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a complété par l'écho trans-œsophagienne. Et ben voilà, donc déjà on voit ici un cordage qui est rompu. Donc lorsqu'on voit un cordage qui est rompu, donc c'est sûr que c'est une IM qui va être importante. Et là, on voit bien notre valve qui est myxoïde et qui prolapse dans l'auget avec un diastasie de continuité. Donc déjà, c'est un signe indirect d'une incidence mitrale importante. Donc on déroule notre angle à 130 à 140. Ben voilà, on voit bien le prolapsus de P2. Donc on met la couleur. Donc ici, en apical, en apical de 4 cavités, donc on voit toujours que l'IM n'est pas importante. Donc il faut toujours analyser dans les coupes en A+ de diastasis. Et donc là, dans la coupe... Voilà, donc on voit qu'on a une IM qui est importante, grade 3+, avec une vena contracta à 7 et une surface de l'orifice à 0,4 cm². Et donc le message que je veux faire passer, c'est que lorsque vous êtes convaincu que c'est une IM, lorsque vous avez un diastasis ou bien une valve qui est flottante, donc c'est sûr que c'est une IM qui est importante et ne pas hésiter à compléter par le TO. Donc je vous remercie et après donc je finis par cette ETO 3D qui montre un joli prolapsus de P2 et au fait l'écho 3D ça permet de donner une segmentation plus précise. Ce n'est pas comme l'échocardiographie 2D, mais l'échocardiographie 2D qui est disponible et je crois que tout le monde en a. Donc ça permet de donner une estimation au moins des segments prolabés et de quantifier l'insuffisance mitrale. Je vous remercie. Oui, peut-être simplement un commentaire sur ce que vous disiez par rapport à la nécessité, notamment dans les jets extrêmement excentrés où la pizza est malgré tout très compliquée. Les vena contracta sont, en tout cas sur les deux cas que vous avez présentés ici, à part avoir beaucoup d'imagination, ça allait être compliqué aussi de mesurer. Donc la nécessité de multiplier les approches, d'utiliser les incidences différentes, d'utiliser des paramètres qui vont apporter des éléments, et notamment la vélocité de l'onde E, hein, lorsqu'on est supérieur à 1,5, très nettement. Mais le problème, c'est que dans le deuxième cas, dans le deuxième cas, c'était moins le on cas. avait 1,2, alors qu'à l'ETO, c'est une IM qui est importante. Et ce qui était très important aussi, ce que vous avez bien montré, c'est les répercussions de cette IM. Une IM sévère, sans dilatation du VG, sans dilatation de l'OG, c'est moins fréquent tout de suite. Bon, là, le premier cas était quand même assez éloquent. Hein. On voyait oui, le premier cas, oui. Et le deuxième cas, pour montrer l'intérêt de l'ETO, parce qu'on avait une discordance entre l'étude de la convergence et les autres paramètres. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce cas ?
justement, dans le prolapsus, il faut toujours se méfier des souffles qui ne sont pas holosystoliques. Vous avez bien fait de montrer au TM, parce que là, il faut se méfier de la SOR, qui ne reflète pas la réalité. Hein. On peut se baser sur le volume de régurgitation, mais faire attention pour le SOR, parce que vous n'avez qu'une seule partie de l'orifice aortique durant la régurgitation. Et vous avez bien fait d'ailleurs de le noter en montrant au TM couleur. C'est pour ça qu'on fait toujours TM couleur, comme ça on est orienté. Ouais. Oui, c'est un très bon point parce que on l'a bien vu ici, et puis ce matin on avait vu l'équivalent avec une insuffisance mitrale fonctionnelle. On voit bien lorsqu'on met le TM couleur que la morphologie de la zone couleur de la fuite, de la PISA finalement, nous donne une indication assez nette sur l'étiologie. Les IM fonctionnels ont cette forme de banane avec ce pic proto et ce pic télésystolique. Les IM organiques ont ce continuum d'augmentation tout au fil de la systole avec ce pic télésystolique très net, ce qui pose aussi en effet le problème de la quantification. Où est-ce que l'on prend dans la systole, à quel moment de la systole on prend la mesure du diamètre. Vous avez très bien évoqué ça, puisque c'est bien entendu en mésosystole qu'il faut essayer de le prendre le plus souvent possible, mais ça pose surtout la problématique des fuites non holosystoliques, et il y en a malgré tout un certain nombre où là, la quantification pose réellement problème, puisque la PISA, ça reste la mesure à un moment T, et qu'on extrapole sur l'ensemble de la systole à travers le flux. Donc ça, c'est une problématique assez importante. Et encore une fois, multiplier les paramètres, aller voir ailleurs si on a d'autres paramètres concordants, le flux dans les veines pulmonaires, etc. etc. Et des fois, le flux des veines pulmonaires, on a un flux qui se dirige vers... Sur les jets très excentrés, c'est aussi extrêmement compliqué. Néanmoins, bon, là... C'est pour ça, oui, pas hésiter à prendre la fraction de régulation par les méthodes des volumes. Bien sûr. C'est sûr. Ouais. Alors la PISA a toujours tendance, en tout cas c'est l'impression que j'ai, parfois à sous-estimer certaines IM. Les méthodes volumétriques ont parfois tendance à surestimer certaines IM. Lorsque c'est, et dans le meilleur des mondes, c'est comme ça qu'il faudrait faire, essayer de moyenner les deux, parce que de surcroît, la littérature se base sur des études dans lesquelles la méthodologie s'est basée sur la moyenne des deux méthodes, et PISA et méthode volumétrique. Et donc, lorsqu'on parle de ces cut-off, 40 mm de mercure, 60 ml, c'est dérivé d'études qui ont fait l'effort de moyenner les deux méthodes. Donc, toujours à prendre un petit peu en considération aussi. Ouais. Les Solés, vous êtes déjà partis? Non, on est tard, c'est vrai. Donc, dernière question. C'est juste un petit commentaire. Il faut toujours faire attention aussi à la courbe du Doppler continu, l'enveloppe spectrale. Parce que j'ai vu sur un cas où on a l'impression que vous l'avez complété d'une façon manuelle. Il ne faut jamais le faire. Il faut faire de son mieux pour avoir une bonne enveloppe spectrale. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire votre volume de régurgitation. Là, vous pouvez utiliser votre SOR. Le volume de régurgitation, il faut faire attention à avoir une bonne enveloppe spectrale. J'avais l'impression que c'était complété un peu d'une façon manuelle. Bien, effectivement, il se fait tard. On va passer à la communication suivante. Merci, Ressoni, pour cette belle présentation.